Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle de hockey. On vous parlera du Bootcamp 2015 qui sera présenté dans quelques jours. Mais d'abord, parlons de baseball et de vos Capitals qui ont maintenant disputé 2/3 de leur saison 2015. Ça va bien, ils luttent pour une première place. On en a parlé en détail avec la voix des Capitals, François Paquette. François Paquette, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. François, on a presque 2/3 de la saison de fait chez les Capitals de Québec. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui vient de se passer? Bien, disons que ça a été je vais dire quand même une montagne russe parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Le premier voyage de la saison, qui était le plus long de la saison, a quand même été satisfaisant. Mais par la suite, on s'est cherché un peu une identité, à savoir quel genre de club on était. Rendu à peu près aux 2/3 de la saison, je pense qu'on peut dire que les Capitals ont une très bonne formation chez les lanceurs partants, probablement la meilleure rotation de la Ligue Can-Am. Beaucoup de travail à faire encore en relève. On se cherche des candidats pour la 7e, la 8e manche pour mettre la table pour Derek Hooker, qui a quand même été très bon depuis le début de la saison. Et tranquillement, pas vite, en attaque, là, je pense qu'on est en train de placer les pièces du casse-tête. Au début de la saison, on a fait état, évidemment, de l'arrivée des Cubains avec les Capitals. Après le 2/3 de la saison, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, je pense qu'il y a certainement des belles surprises. Puis ce qui est un peu ironique, c'est que la plus belle surprise est probablement celui qui était là l'an passé, Yuniesky Gurriel, que je pense qu'on était plusieurs à considérer comme un 4e voltigeur. Finalement, ça s'avère un gars qui doit jouer à tous les jours, frappe pour plus de 300. C'est un frappeur de simple, pas de puissance, c'est pas un grand joueur défensif, mais c'est un bon joueur défensif. Je pense que ça a été une belle surprise. Ismaël Jiménez a connu de très bons départs sur la butte. Malheureusement, on l'a perdu pendant un mois quand il est allé au jeu panaméricain. Mais je pense que c'est un gars qui va grandement aider les Capitals au niveau des lanceurs partants. Chez les deux autres joueurs de position, Alexei Bell a été blessé 2 fois. C'est un peu l'image de sa carrière des dernières années. Mais en santé, c'est ton 3e ou ton 5e frappeur, c'est ton voltigeur de droite. Va frapper pour la moyenne, il a de la puissance, peut voler des buts. On est juste un petit peu nerveux parce qu'on sait qu'il est fragile. Il est très, très fragile, mais c'est un gars qui est très, très solide sur le terrain. Et Jordan Mandoulet, bien, la description qu'on nous avait donnée de lui, c'était, on l'appelait le magicien. C'est un joueur d'arrêt-court fantastique, mais c'est un frappeur de bas d'alignement. Carl Gélina demeure la vedette des Capitals cette année encore? Bien, écoute, je pense que non seulement Carl est la vedette des Capitals, présentement, c'est la saveur de l'année dans la Ligue Can-Am parce que le record pour la moyenne de priorité dans une saison dans la Ligue Can-Am, c'est 1,89. Carl est rendu à 1,76. Écoute, Carl est rendu à début trentaine, mais il est encore très, très, très solide. C'est de match en match, c'est de toute beauté à voir aller. Il est rendu 2e dans l'histoire de la Ligue Can-Am pour le nombre de victoires et je pense qu'il y a encore quelques bonnes années à donner. Il est en santé, puis ce qui nous fascine toujours, c'est que tu vas te rappeler peut-être qu'il y a 6 ou 7 ans, Carl était à 1 ou 2 départs de prendre sa retraite en raison des blessures. Et plus les années passent, il est un peu comme le bon vin. Là, il devient meilleur en meilleur avec les années qui passent. Et vraiment, c'est possiblement à ce moment-ci la meilleure année de sa carrière. Même été un petit peu malchanceux parce que présentement, il est 9-2. Il pourrait être 11-1. Il pourrait peut-être même être 12-0. Un classement serré dans la division Can-Am, les 3 premières équipes. Ça devrait demeurer de même jusqu'à la fin? Je pense qu'il n'y a aucun doute que ce qui va se passer, c'est la lutte pour la dernière place des séries. Ce sera Ottawa contre Trois-Rivières. Ça, tout le monde est au courant. Et la lutte pour le premier rang, Rockland, New Jersey, Québec. Puis c'est intéressant parce que ce sont quand même des clubs qui sont différents, dans le sens où Rockland, cette année, a une très bonne attaque, mais ils sont un petit peu moins solides sur la butte. New Jersey a une très bonne équipe, mais là, on commence à voir les Jackals qui sont un peu fatigués. Personne ne veut presser trop le citron pour dire on veut absolument finir premier.
mais tout le monde en même temps aimerait finir premier pour éviter que ce soit New Jersey, Rockland. Tu préférerais affronter Trois-Rivières ou Ottawa, même avec tout le respect qu'on a pour ces clubs-là. Mais j'ai l'impression que ça va être une lutte qui va peut-être se terminer dans les derniers jours de la saison, quelque part au début du mois de septembre. Et ça va être fort intéressant. Il ne faut pas oublier que ce sont des séries 3 de 5 cette année. Alors, c'est pas très long, une série 3 de 5, peu importe qui tu affrontes. Si tu perds le premier match, tu es dans le trouble. Alors, ça devrait être une très belle lutte, mais je pense que présentement, il n'y a aucun doute que Québec, Rockland et New Jersey ont les 3 meilleures équipes de la Ligue canadienne. Toujours heureux de décrire les matchs des Capitales. On a vu passer des éditions des Capitales. Est-ce que cette année, c'est dans le vent de décrire leur jeu, leur match? Je vais te dire honnêtement, c'est ma 13e saison, puis à chaque année, il y a des belles découvertes, mais ce que je vois de Callian Sams présentement comme joueur chez les Capitales, c'est probablement l'un des plus beaux joueurs qu'on a vu avoir aller. Un voltigeur de centre phénoménal, il a frappé des circuits. Je pense qu'il y a juste Eddie Lemtigua qui n'avait frappé des longs comme ça dans l'histoire des Capitales. C'est le fun à décrire. Et je vais t'avouer que comme descripteur, c'est toujours plus plaisant quand tu as un bon personnel de lanceurs. Les Capitales sont les premiers au niveau du nombre de buts sur balle accordés de façon positive. C'est-à-dire que c'est eux qui accordent le moins de buts sur balle. On lance des prises. On a une défensive qui a eu des moments difficiles. Mais écoute, quand tu vois Jonathan Malo, Josué Pelé, Jordan Mandulé, Callian Sams faire des jeux tout à fait spectaculaires, dignes des ligues majeures, je peux te dire que je m'ennuie pas comme descripteur. C'est toujours aussi plaisant. Puis en espérant que la fin de saison soit aussi intéressante que les premiers 2 tiers, parce que vraiment, ça a été très intéressant jusqu'ici. Merci François, on continue d'écouter au 101,5. En plein ça. Merci beaucoup. Merci. Allez. Après la pause, on parle du Bootcamp 2015. On revient dans 3 minutes 30. Unique en son genre, le Bootcamp 2015 aura lieu les 14, 15 et 16 août prochains. Ça se déroulera au Centre sportif de Sainte-Foy. Cette année, 54 joueurs de hockey professionnels seront au rendez-vous, répartis dans 6 équipes pour un tournoi unique en son genre. Reportage. Daniel Blouin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, ça me fait plaisir. Daniel, déjà la 4e édition du Bootcamp. Si on revient un petit peu à l'arrière, c'est parti comment, ça, cet événement-là? Bien, écoute, c'est vraiment une initiative citoyenne. C'est moi, Cédric Desjardins, avec sa femme. Les deux avaient eu l'idée de partir un événement spécial. Ils ne voulaient pas faire un tournoi de golf, mais quelque chose pour les joueurs de hockey, qui serait pertinent pour les joueurs de hockey, puis en même temps qui ramasserait des fonds pour une fondation. Donc, on est parti il y a 4 ans. Puis, il y a 4 ans, honnêtement, on savait pas trop ce qu'on faisait. Tu veux dire, il n'y a pas de multinationale en arrière de nous autres. C'est notre argent de poche qu'on mettait dans le journal, à télé, à radio pour faire de la pub. Et c'est unique en Amérique du Nord, un tournoi exclusivement consacré aux joueurs professionnels. Uniquement des joueurs professionnels, il n'y en a pas d'autres, en tout cas à ce qu'on sache. Il n'y a pas un joueur qui nous dit qu'il y en avait un autre en Amérique du Nord. Donc, le produit est vraiment intéressant, à un prix vraiment modique. Ça coûte à peu près 10$ taxes incluses. Pas à peu près, ça coûte 10$ taxes incluses pour voir 3 matchs le vendredi, 6 matchs le samedi et les 2 demi-finales, finales du dimanche. Donc, c'est 12 matchs qu'on peut voir pour 25$. Les gars de la Ligue nationale, qu'on voit d'habitude à 100$ le billet, là, sont à 3 pieds de la glace à 10$. Ça me surprend encore d'avoir 54 joueurs professionnels à Québec. C'est pas juste une soirée, c'est pas un tournoi de golf qui dure une journée, c'est 3 jours d'attente. C'est un exploit, puis ça, c'est grâce à Cédric Desjardins qui réussit année après année. Puis ça, les joueurs se confirment souvent à la dernière minute jusqu'à la fin juillet. Donc, c'est un tour de force de réunir autant de joueurs professionnels. Moi, je lève mon chapeau à Cédric. V'là 4 ans, j'aurais jamais pensé qu'on doublerait presque le nombre de joueurs, parce que v'là 4 ans, on avait 32 joueurs. Là, on en a 54. Beaucoup de joueurs. J'ai les joueurs de la région de Toronto qui descendent. Brett Conley qui vient d'être échangé à Boston. Ensuite, j'ai des gangs à Ottawa qui descendent. Puis, il y a beaucoup de joueurs de la région de Montréal et les joueurs que vous êtes habitués de voir dans la région qui sont toujours généreux de leur temps. Puis, c'est une des raisons aussi. Là, j'ai quand même des belles têtes d'affiches qui permettent d'essayer de recruter les meilleurs éléments. J'ai un joueur du Michigan qui est Luke Witkowski qui joue avec Tampa Bay. C'est un de nos amis qui
il a décidé de venir aussi. Donc, ça permet à les gens de la région de voir évaluer du talon vraiment brut, là, un tournoi sans contact. Donc, il y a beaucoup d'offensives dans ces matchs-là. On le fait pour la cause et tout. Puis, je pense que d'un autre côté, c'était les joueurs qui recherchaient un peu du temps de glace de qualité. Puis, je pense que je peux passer difficile à battre. Là. On se retrouve quasiment avec une équipe complète là, de 25 joueurs dans la Ligue nationale. Il y a quasiment un club école avec 54 joueurs au total. Donc, c'est à peu près une organisation complète de la Ligue nationale qui débarque à Québec là, pour cette fin de semaine-là. Nouvelle figure, il y a Antoine Roussel, le seul Français de la Ligue nationale, Alex Burrows, Anthony Duclair, Jonathan Drouin qui se rajoutent, comment il s'appelle, Witkowski de Tampa Bay, Murphy de la Caroline, Christian Thomas du Canadien, c'est tous des nouveaux noms. Puis on a tout le temps nos fidèles depuis les tout débuts, Patrice Bergeron, David Dernay, Vlasic, Steve Bernier, Jordan Caron. Donc, moi, c'est le mix des nouveaux et des anciens qui me plaît. Puis il y en a même qui étaient là il y a 4 ans, des Jason Demers de Dallas, qui était là il y a 4 ans, qui revient cette année. Qu'est-ce qui fait que tu reviens année après année? C'est une bonne mise en forme juste avant le début du camp d'entraînement de la Ligue nationale. Il y a toujours des bons joueurs, c'est compétitif, puis les spectateurs ils adorent ça aussi. Pourquoi t'affiches au bootcamp jusqu'à maintenant, au niveau de ton équipe? La participation est bonne. Le résultat est vraiment pas bon. Non, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que mon équipe ne joue pas le dimanche. Donc, ça veut dire qu'on ne joue pas la demi-finale ni la finale. On est là pour participer et se mettre en forme. Ils sont pas là pour faire les touristes. Ils sont pas là pour faire un spectacle. Eux autres sont là pour gagner. Puis je te le dis, c'est les écœurs de peine. Puis ils s'écœurent entre eux autres. Il y a des petites rivalités qui se créent. Par exemple, ça fait 2 ans que Jonathan Di Marchessault gagne la Coupe du Bootcamp. Puis là, ils veulent plus qu'ils leur gagnent, les autres. Fait qu'ils se bougent des équipes et ils veulent vraiment gagner. Ils sont pas là pour faire les touristes. C'est bon succès encore cette année. Merci beaucoup. Le boxeur québécois Kevin Bizier a reçu une invitation de la part de la IBF afin qu'il dispute un combat pour le titre d'aspirant obligatoire à la ceinture des mi-moyens. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le promoteur Yvon Michel sur sa page Facebook. Bizier pourrait ainsi affronter l'Argentin Diego Gabriel Chavez. Le gagnant du duel se mesurait par la suite au champion britannique Kell Brook. Bizier a remporté son dernier combat en avril dernier face au Français Fouad El Massoudi par décision majoritaire des juges. Les 2 défaites de Bizier sont survenues contre Jojo Dan par décision partagée des juges en 2013 et 2014. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle le bootcamp les 14, 15 et 16 août prochains. Soyez au rendez-vous. Bye bye. À demain.